Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition consacrée à l'Afrique. On commence tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a adressé ses chaleureuses félicitations à son frère et ami, le président Yoweri Kaguta Museveni, à l'occasion de sa réélection pour un nouveau mandat présidentiel. Une victoire qui traduit la confiance renouvelée du peuple ougandais dans sa direction avisée. Il lui a exprimé ses vœux les plus sincères de succès et de réussite dans l'accomplissement de ses hautes responsabilités, souhaitant à la République sœur d'Ouganda davantage de progrès, de prospérité et de stabilité. À cette occasion, le chef de l'État a réaffirmé la volonté de l'Égypte de poursuivre le renforcement des relations de coopération fraternelle entre les deux pays dans l'intérêt commun des deux peuples et en soutien aux efforts visant à promouvoir la stabilité et le développement sur le continent africain. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'apprête à prendre part à un rendez-vous diplomatique et économique de premier plan. Il figurera parmi les invités d'honneur de la 56e édition du Forum économique mondial prévu du 19 au 23 janvier 2026 à Davos en Suisse. Cette conférence internationale placée sous le thème « Un esprit de dialogue » constitue une tribune unique pour la diplomatie congolaise. Elle offre une occasion stratégique de repositionner la République démocratique du Congo sur l'échiquier mondial au moment où le pays cherche à concilier justement immense potentialités et défis sécuritaires persistants. Le Forum économique mondial 2026 de Davos réunira une assemblée exceptionnelle de plus de 50 chefs d'État et de gouvernement. Dans ce cadre, Félix Tshisekedi portera un message fort, celui de présenter la RDC comme un pays solution. Cette approche novatrice s'articule autour de 3 piliers fondamentaux. D'abord, la solution climatique incarnée par le puissant bassin forestier du Congo et ses vastes tourbières, véritables poumons de la planète et remparts contre le réchauffement. Ensuite, la solution énergétique, grâce aux minéraux critiques essentiels à la transition verte et au potentiel hydroélectrique colossal du fleuve Congo. Enfin, la solution humaine, portée par une jeunesse dynamique représentant près de 70% de la population, une main-d'œuvre à même de nourrir les industries futures, de l'intelligence artificielle aux technologies innovantes. Cette participation à la prestigieuse conférence internationale en Suisse ne se limite cependant pas à un simple exercice de promotion. Elle intervient dans un contexte géopolitique complexe. Comment la RDC peut-elle attirer les investissements tout en garantissant sa stabilité? La nation fait en effet face dans ses provinces orientales du Nord Kivu et du Sud Kivu à une agression armée soutenue par le Rwanda à travers la rébellion du M23. Cette réalité sécuritaire ombrage le tableau idyllique des opportunités économiques. Félix Tshisekedi à Davos devra donc naviguer entre la dénonciation de cette menace pour la souveraineté nationale et la présentation d'un pays ouvert aux partenariats mutuellement bénéfiques. L'objectif est clair, proposer des alliances gagnant-gagnant dans le respect des intérêts stratégiques congolais et contribuer à l'instauration d'une paix durable et vérifiable dans la région des Grands Lacs. Et justement, pour plus de précisions sur cette édition de la conférence de Davos, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Amira Hassan, qui est professeur au Centre international de l'agriculture. Dr Amira Hassan, bonjour. Bonjour, c'est Amira Hassan, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, c'est Amira Hassan. Oui. Dr Amira Hassan, donc vous êtes professeur au Centre international de l'agriculture. Oui. Eh bien, Dr Amira Hassan, encore une fois, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de cette édition de Davos. Justement, on parle d'un forum qui, depuis sa création en 1971, s'est toujours voulu une plateforme pour où justement se retrouve la géopolitique et la coopération publique et privée. Quels sont les défis pour cette édition 2026 de Davos? En effet, j'aimerais dire que c'est une plateforme unique en son genre, comme vous avez dit, et
les défis sont même plusieurs, à savoir le changement climatique et comment allier ou le principal défi qui rencontre Davos, c'est comment surmonter la complexité de la coopération en boostant le dialogue. Et c'est le thème principal de cette édition, en effet. Très bien. Si on parle plus précisément de la République démocratique du Congo, son président doit s'adresser à cette conférence. Il participera certainement aux travaux de la conférence de Davos, prévue justement du 19 au 23 janvier à Davos en Suisse. On parle de la République démocratique du Congo en ce qui concerne justement les défis pour un pays qui a une jeunesse de près de 79% de sa population qui est jeune. Quelle est la stratégie la plus marquante, si vous le voulez bien, de la République démocratique du Congo pour assurer son développement économique? En effet, le Congo, c'est un pays fort en Afrique, fort de sa jeunesse, fort de sa richesse. Le fait d'inviter le président congolais à cette édition et le rendre l'invité d'honneur, c'est de repositionner le Congo et de rendre le Congo, au lieu d'une place d'attribuer au Congo, le Congo plutôt va passer à l'acte. Et justement, il ne va pas se limiter à une place défensive. Justement, c'est pour dire que le Congo est riche de sa jeunesse, riche de sa richesse, surtout en termes de minerais, et que le Congo maintenant va être prêt à profiter à la fois de sa richesse naturelle en termes de tourbières et de richesse, comme le Congo, c'est un poumon vert, qui est l'équivalent, ou même qui dépasse les forêts d'Amazonie. Et pour séquestrer le carbone et une question d'atténuation des changements climatiques d'une part, et d'autre part, c'est de profiter de sa richesse. Et le seul défi que le Congo rencontre, c'est l'activité soutenue par le Rwanda et le mouvement de rébellion du M23 au Nord Kivu, qui est riche en effet des minerais. C'est là où les minerais surtout au nord Kivu. Et le Congo plaide sa cause dans les instances internationales pour essayer d'établir la paix et de l'imposer. Et ce pour attirer les investissements et rendre confiance dans le gouvernement en place. Très bien, la participation de la République démocratique du Congo à Davos cette année intervient à un moment assez crucial. C'est un contexte géopolitique assez complexe. Comment justement est-ce que ce pays, la République démocratique du Congo, pourrait-elle justement attirer les investissements tout en garantissant sa stabilité? On connaît pas mal, voilà, c'est un pays qui connaît pas mal de défis au niveau de ses frontières. Comment est-ce que c'est possible de faire en sorte justement d'attirer les investissements, donc assurer un certain développement surtout économique tout en garantissant sa sécurité? Si les intérêts sont là, la paix va être imposée. Parce que les grandes puissances aussi, à la lumière du conflit international, justement les pays puissants maintenant essayent de mettre la main sur les richesses des pays. Et si le gouvernement est fort et fait entendre sa voix avec un gouvernement stable, ça sera possible si les intérêts des pays pèsent plus fort que le conflit armé. Les puissants vont imposer la paix de n'importe quelle manière. Super. Docteur Amira Hessine, vous êtes professeur au Centre international de l'agriculture. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous. Là, Madame, Monsieur, on enchaîne avec le Bénin où les élections législatives du 11 janvier 2026 ont débouché sur une Assemblée nationale sans représentation de l'opposition.
Selon les résultats publiés par la Commission électorale nationale autonome, l'ensemble des 109 sièges revient justement aux deux partis de la mouvance présidentielle. L'urne est tombée au lendemain des législatives du 11 janvier 2026. La Commission électorale nationale autonome a rendu publiques les tendances confirmant un basculement politique majeur. Pour la deuxième fois, sous la présidence de Patrice Talon, l'opposition se retrouve totalement exclue de l'hémicycle. Cela laisse le champ libre aux formations soutenant l'action du chef de l'État. Les 109 sièges qui composent l'Assemblée nationale seront désormais occupés exclusivement par deux partis de la mouvance présidentielle. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain se partagent l'intégralité des sièges. Cette configuration rappelle le précédent de 2019, où l'absence de liste d'opposition avait déjà conduit à une assemblée dite monocolore. Pour cette législature, l'Union progressiste, le Renouveau, conserve sa position de leader avec 60 sièges, suivi du Bloc républicain qui en obtient 49. Si l'opposition ne siégera pas, c'est principalement en raison de dispositions rigides du code électoral. Le principal parti d'opposition, les démocrates, dirigé par l'ancien président Thomas Boniaï, a recueilli 16,14% des suffrages au niveau national. Bien que ce score représente une part significative de l'électorat, il reste inférieur au seuil légal de 20% exigé par la loi pour obtenir une représentation parlementaire. Cette règle, combinée à une participation électorale modeste de 36,7%, Eh bien, en Afrique du Sud, des pluies et inondations meurtrières frappent depuis plusieurs jours plusieurs régions du Mozambique, d'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Elles ont été, elles ont déjà fait plus de 100 morts et le bilan s'alourdit chaque jour, il faut le rappeler. En Afrique du Sud, les régions du Nord sont toujours en vigilance météo rouge. Des centaines d'habitations ont été détruites et l'armée a dû déployer des hélicoptères pour secourir les personnes réfugiées sur des toits et dans des arbres. Les régions de Mpumalanga et du Limpopo sont devenues méconnaissables. L'eau marron avale tout sur son passage. Les villages sont dévastés. Sous les pluies toujours diluviennes, les secours sont débordés. Certaines zones sont impossibles d'accès. Selon le chef de mission de l'ONG Gift of the Givers, qui assiste les victimes avec des produits de première nécessité, beaucoup de ponts et de routes ont été emportés. Des communautés sont complètement coupées du monde. Elles n'ont pas d'électricité. Toute leur nourriture est contaminée et il n'y a pas d'eau potable. À Limpopo, une rivière sortie de son lit a emporté une trentaine d'habitations et un enfant de 5 ans. Alors que le bilan humain continue de s'alourdir, les habitants craignent que les barrages ne cèdent. Ce sont aussi les cultures qui sont menacées. Il est encore trop tôt pour évaluer les dégâts. Le problème, c'est que la récolte des mangues, par exemple, se fait sur une très petite fenêtre. On entre aussi dans la saison des agrumes, mais les vergers sont inaccessibles pour l'instant. Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées jusqu'au sein du parc Kruger, où plusieurs camps ont été submergés et dont l'entrée aux visiteurs a été suspendue. Sport à présent avec le Sénégal qui a pris l'avantage sur le Maroc en finale de la CAN 2025 hier soir au terme d'un match tendu et marqué par de nombreux incidents au stade Prince Moulay Abdullah de Rabat. Les Lions de la Teranga ont ouvert le score dès les premières minutes des prolongations. Pape Gueye a inscrit le but du triomphe d'une lourde frappe du pied gauche dans la lucarne. Un peu plus tôt, au bout du temps additionnel, Brahim Diaz avait manqué un pénalty généreusement accordé au Maroc après consultation de la VAR. Cette décision avait provoqué la colère des joueurs sénégalais qui avaient même commencé à quitter le terrain sur instruction de leur entraîneur avant de revenir pour disputer les prolongations. Malgré plusieurs tentatives marocaines, notamment d'En-Nesyri à la fin de la première période des prolongations, le Sénégal a tenu bon et est allé chercher son deuxième titre continental.
fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur Canal International.